stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on revient sur ce derby d'Italie entre l'Inter et la Juventus, ce spectaculaire match qui s'est fini sur le score de 4 buts partout. Et on va y revenir aujourd'hui avec mes deux invités du jour. Et on va commencer par un nouvel invité qui arrive dans le podcast. Loïc Moreau, journaliste data pour RMC Sport, qui est passé d'ailleurs par Opta, Opta qui nous sert aussi pas mal sur les statistiques qu'on apporte au fur et à mesure de nos podcasts sur l'Inter. Comment ça va, Loïc? Très bien, Karim, ça va? Salut à tous, ravi d'être là. Eh bien, écoute, merci à toi pour d'avoir répondu à l'invitation et j'espère que le podcast te plaira. Et on est aussi avec Renaud, comme vous en avez l'habitude, un récurrent désormais cette saison sur les podcasts. Comment ça va, Renaud? Ça va, super, merci pour l'invite comme d'habitude et bonjour à tout le monde. Renaud, est-ce que tu as vécu le match du coup à l'Interclub avec les autres ou tu l'as vécu plus individuellement? On l'a vécu avec les autres, donc avec je pense qu'on était une petite quarantaine de supporters réunis pour ce match, ouais. Eh bien, écoute, on va revenir justement sur ce match-là. Juste avant, n'oubliez pas pour les abonnés évidemment déjà de vous abonner sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Spotify, de mettre un pouce bleu sur la vidéo et surtout de commenter pour continuer les débats qu'on va faire dans ce podcast en commentaire et on n'hésitera pas à continuer le débat avec vous dans les commentaires. On va revenir tout de suite, donc messieurs, sur ce match, ce match nul, 4 buts partout qui a été fou des deux côtés. L'Inter qui a ouvert la marque 1-0 avant que la Juve égalise puis prenne l'avantage 2-1. L'Inter qui égalise à 2-2 puis reprend l'avantage à 3-2 et enchaîne avec le 4 buts à 2. Et la Juventus avec Kenan Yildiz qui égalise et recolle à 4 buts partout, qui a été, je pense, le match le plus spectaculaire de l'histoire des derbys d'Italie. Loïc, je vais te laisser commencer. Un match qui a quand même un petit peu des allures de défaite. On parlerait peut-être plus de 2 points perdus que d'un point pris. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement de ce match? Je crois que c'est Inzaghi qui l'a dit après la rencontre. Il a dit si t'es supporter neutre, tu t'es éclaté devant le match. Si t'es supporter de la Juve, bon, t'es pas trop mécontent non plus parce qu'au final, c'est un peu inespéré. Par contre, si t'es supporter de l'Inter, ouais, c'est dur. C'est très très dur parce que ce match, on l'avait en main. On avait l'occasion de tuer la rencontre à 4-2 à maintes reprises. Et puis au final, ben voilà, typique Inter. On les a trop laissés venir à nous. Kenan Yildiz a fait une superbe entrée en jeu. Je pense qu'on l'a pas assez respecté aussi. Petit bonhomme là, qui a même pas 20 ans. Et puis voilà. Et puis ça aurait même pu finir très mal pour nous, hein, parce que ça, dans ce genre de scénar, t'es pas loin de te faire punir. Donc c'est vrai, comme tu disais, le scénario était fou sur l'ensemble de la rencontre, parce que bon. On est passé quand même très rapidement aussi, nous, du 1 partout au 3-2 en 2 minutes. Enfin voilà, c'était assez lunaire. Il y a eu des erreurs qui ont été folles des deux côtés, des erreurs défensives. Mais oui, je pense qu'en tant qu'interiste, on ne peut être que déçu de ce 4 partout, parce que encore une fois, non seulement s'il doit y avoir un bilan face à la Juve en fin de saison, ben, on regrettera peut-être de ne pas avoir pris ces 3 points. Et surtout, on laisse encore un peu d'avance à Naples et je pense que ça va être le concurrent le plus sérieux dans cette course au Scudetto. Mais Renaud, toi, par rapport aussi à ce match en globalité, tu as le même sentiment que Loïc, que c'est plus 2 points de perdus qu'un point de Ouais, pris? ouais, exactement. Hier, à la fin du match, 2, 3 heures après la fin du match, je savais même pas quoi en penser. En fait, je pense qu'on a quand même eu l'un des plus beaux derbys de ces dernières années, dans le sens où on en a eu pour notre argent, façon de parler, avec autant de goals. On est peut-être même passé par toutes les émotions, parce que on mène, on se fait mener, puis on se fait égaliser. Enfin, c'est du fou. On est à la mi-temps, on est quand même content. Peut-être qu'on avait déjà plié le match pour certains. On s'est peut-être un peu trop avancé. Et ouais, pour moi, c'est plus
pas une défaite, mais c'est plus une défaite qu'une victoire. Je pense que le seul gagnant de ce derby d'Italie, pour moi, c'est Naples, qui justement prend de l'avance sur ces deux dauphins. Mais je pense que si le scénario avait été l'inverse, que donc si on avait été mené et qu'on revient à l'égalisation, j'aurais peut-être eu plus de satisfaction, plus de joie, même malgré le match nul. Avec le scénario d'hier, ouais, on est un petit peu dégoûté. On reste sur sa faim et on se dit que c'est 3 points perdus qu'on aurait peut-être pu avoir pour la fin de saison, car on ne sait pas comment va se finir cette saison, justement, surtout quand on voit les dernières prestations, quoi. Mm. Je vous ai mis justement la composition, messieurs. On est sur une composition classique, on va dire peut-être à 2-3 postes près. Stéphane De Vrij qui prend la place de Francesco Acerbi, blessé. Zielinski qui prend la place au milieu de terrain d'Akan Çalhanoğlu. Denzel Dumfries titularisé plutôt que Matteo Darmian. C'est peut-être quelque chose qui est plus surprenant quand on connaît aussi Simone Inzaghi avec les rentrants Bissek, Fratesi, Darmian et Taremi. Taremi qui est rentré à la presque toute fin du match. Messieurs, j'aimerais qu'on aborde un angle particulier sur ce derby d'Italie, c'est notamment les buts qu'a encaissé l'Inter, avec notamment hop, le premier but de la Juventus en images. Loïc, là, j'ai mis évidemment les images arrêtées sur le premier but qu'a encaissé l'Inter, ce but de Vlahovic. Et la première chose qu'on remarque, Loïc, et après je te laisserai aller sur l'analyse de ce but, c'est le placement libre de McKennie sur les deux images qui ont été mises. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire, toi, Loïc, pardon, sur ce premier but qu'a encaissé l'Inter? Bah, je sais pas si vous avez eu le même sentiment, vous les gars, mais au début, j'ai cru déjà qu'il était hors jeu. Après, effectivement, bon, le révélateur montre qu'il n'est pas. Bah, c'est bien joué de la part de la Juve. Après, ça se joue vraiment à quelques petits centimètres. Donc, bon, on voit bien que le placement de la défense est pas idéal, hein, mais de toute façon, ça a été le cas toute la rencontre. C'est l'une des grosses faiblesses de l'Inter cette saison. Et au final, on se fait surprendre. Je crois qu'il marque 6 minutes après qu'on ait ouvert le score sur penalty. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de se réjouir. Mais je trouve que ce but, il symbolise bien aussi les problèmes défensifs qu'on vit cette saison. Parce que, encore une fois, sur ce genre de rencontre, tu peux pas laisser tant d'espace à tes adversaires. On sait que justement, en plus côté Juve, ils ont des ailiers qui sont très forts, qui peuvent poser beaucoup de problèmes. On l'a vu avec Conceição, même Timothy Weah, qui est quand même pas un cador, il a réussi à faire mal sur le côté gauche. Et puis voilà, là, le relais entre McKennie et Vlahovic est bon. Et il n'y a rien à dire sur ce but, c'est mérité, c'est bien fait, techniquement c'est propre. Et malheureusement, je pense que ça les a remis très vite dans la partie. Et ça aurait pas dû être le cas parce que globalement, ils ont quand même pas été très impressionnants dans ce sens. Et Renaud aussi, ce qu'on peut noter sur le but, c'est aussi, alors les traits que vous voyez déjà en noir, j'ai repris les images que Pascal Aiguaro avait pris du coup pour les trois premiers buts. Ce qu'on peut remarquer, Renaud, c'est le placement, on va dire, un peu perdu de Zielinski, où, bon, on peut quand même lui en vouloir parce que ça cause de but, hein. Le prochain but, il est aussi sur la photo de famille, comme on dit. Mais voilà, c'est la deuxième fois qu'il prend ce poste de sentinelle. C'est pas un poste auquel il est habitué, Renaud. Mais malheureusement, bah, il coûte ce but-là et le prochain but qu'on voit aussi, Renaud. Ouais, non, comme tout le long du match, on a eu des très, très, très mauvais placements défensifs. Je ne sais pas si on va le voir aussi sur le goal qu'on s'est pris, le troisième, je pense, où c'est avec une erreur de Dumfries. Et là, dans ce cas-là, ça ne doit pas arriver. C'était un jeu très, très, très ouvert. Je pense que c'est peut-être même la première fois que dans un derby où c'était ouvert quand même des deux côtés, il faut être honnête. Mais les placements ont été très, très mauvais défensivement. Et je pense que c'est ce qui nous a tués pour ce match-là. Et même ce qui nous tue un petit peu depuis le début de saison. Il suffit de voir le nombre de buts encaissés cette saison sur 9 journées vis-à-vis de tout le championnat de la saison passée. Ben non, défensivement, il y a un gros, gros, gros travail à refaire, que ce soit les placements ou peut-être même simplement les positions, ou je ne sais pas, mais
je pense que dans ce cas-là, Inzaghi doit revoir un petit peu ses troupes, reformer, malgré les absences, les blessures et tous les matchs qui nous attendent, quoi. Mais puis, si je peux me Mais ouais, permettre, c'est pour vrai que. rebondir Vas-y, sur ce que continue, disait Loïc. Renaud, non, c'était juste pour dire qu'effectivement, Renaud soulignait le nombre de buts qu'on encaisse, ça c'est une chose, mais il y a aussi le nombre d'expected goals qu'on concède par rapport à la qualité des occasions en fait qu'on laisse à nos adversaires. Et le plus inquiétant, c'est de voir que ce chiffre, il est haut aussi, il est très haut. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse les adversaires tirer dans des situations dangereuses, chose qu'on faisait pas non plus la saison passée, et du coup, on leur laisse ces opportunités d'être vraiment dans les endroits où ça fait mal. Et on voit l'endroit où Vlahovic a le ballon, ou même où McKennie fait sa passe. Je suis désolé, ils ont rien à faire là. Si la défense, et même tu disais Karim Zelinski qui est pas exempt de reproche là-dessus, laisse faire, forcément après il faut pas s'étonner que ce genre d'équipe réussisse à marquer. On parle de la Juve, on parle pas de Lecce. Du coup, on va passer aussi au deuxième but encaissé de l'Inter. Donc lui, je crois que c'est le but de Timothy Weah. On a plusieurs problèmes sur ce but. Alors ça, on le voit pas sur l'image, mais on a Nicolo Barella qui, normalement, je crois que c'est sur ce but-là où il perd le ballon et sur une transition. On a aussi ce qu'on voit pas sur l'image, c'est Bastoni du coup qui dit à Mkhitaryan d'aller chercher Conceição en un contre un. Di Marco, donc que j'ai entouré sur l'image. Bon là, encore une fois, c'est mal perçu parce que c'est une photo, c'est une image arrêtée, mais qui revient aussi en trottinant. Mkhitaryan, bon, qui est pas non plus le spécialiste de la défense, qui se fait aussi bien avoir par Conceição. Et la deuxième chose à remarquer sur l'image aussi, c'est un placement laxiste de Zielinski, évidemment, comme l'éditeur qui est impliqué sur le deuxième but, mais aussi de Stéphane De Vrij, qui certes doit aussi gérer, entre guillemets, Vlahovic, son adversaire direct plus au loin, mais qui a aussi un mauvais placement pour couper la réception ballon Weah. Loïc, sur cette image aussi, bon, comme je l'ai dit, hein, encore une fois, Zielinski est malheureusement sur la photo de famille, mais c'est une situation, Loïc, que j'ai envie de dire, l'année dernière, on n'aurait pas vu. Il y a eu, dès le début de l'action, un manque d'agressivité sur le porteur, un manque d'agressivité à la récupération du ballon, des placements approximatifs. Weah, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop si c'est Weah, si c'est De Vrij ou Zielinski qui le gère. Il y a eu toute cette succession d'erreurs au fur et à mesure de cette action, Loïc, donc ça pouvait que mener au but. C'est exactement, enfin, t'as tout résumé. Et moi, effectivement, la chose qui m'embête un petit peu, c'est ces pertes de balles de la part de joueurs qui, techniquement, en général, font pas ce genre d'erreur. T'as cité Barella, effectivement, Mkhitaryan aussi. Il y a eu Di Marco aussi qui a perdu des ballons qui, derrière, ont offert des séquences dangereuses à la Juve. Donc, oui, c'est clairement problématique parce que au final, tu les laisses en fait te prendre à revers et ce qui était en fait une force de l'Inter la saison précédente, c'est-à-dire d'être capable de jouer à une touche, d'être capable en l'espace de quelques secondes, pif paf pouf, de te retrouver de ta propre surface à la surface adverse avec en quasiment 3 passes, parce que justement tu n'avais pas du tout de déchets techniques ou très peu de déchets techniques. Tu vois que là cette saison c'est pas pareil. La fluidité elle n'est pas aussi importante. Il y a techniquement c'est pas aussi performant que ça pouvait l'être l'année dernière. Donc oui, il y a clairement des inquiétudes à ce niveau-là, surtout quand ça touche en fait les joueurs qui sont censés être le plus doté techniquement. Donc ouais, c'est problématique parce que encore une fois, on est dans le genre de match où t'as pas le droit de faire ça, quoi. On sait que l'année dernière, on avait du mal à voir l'Inter, en fait, il y avait vraiment deux Inter, celle de Serie A qui écrasait tout et celle de Ligue des Champions où justement il y avait ces problèmes dans technique, ces problèmes dans le dernier geste. Mais là, maintenant, même en Serie A, on voit ce genre d'écueil et franchement, c'est dommage et ça met justement à risque la conquête du Scudetto parce que voilà, quand on laisse des points comme ça aux adversaires et qu'on laisse en plus certains comme Naples prendre le large, après ça va être difficile d'aller chercher.
Et d'ailleurs, Loïc, pour appuyer sur ce que tu dis, comme ça te permettra aussi de rebondir, c'est que avant, on voyait ça surtout face à Empoli, face à Monza, face à Venise, ce genre d'équipe où il y avait une certaine déconcentration due au statut de l'adversaire. Là, tu as eu cette déconcentration et cette irrégularité dans le même match contre Milan, contre contre la Juventus. Voilà, là, tu affrontes Naples dans 2 semaines. Tu vas aussi, bon, t'as affronté la Roma la semaine dernière et c'était aussi, il y avait aussi des déconcentrations similaires. Donc en fait, c'est que à l'intérieur du même match, l'Inter n'arrive pas à être régulier, mais c'est pas seulement face à des équipes de moindre calibre. Maintenant, même face à des adversaires qui normalement doivent te pousser à te dépasser, bah, j'ai l'impression, Loïc, que cette saison, on n'y arrive même plus. Oui, et en fait, c'est problématique parce que, à mon sens, et de toute façon, Inzaghi l'a dit direct, il a dit, tu peux pas prendre 4 buts. Je crois qu'on subit 5 tirs, on prend 4 buts. Il dit, ça, c'est pas possible. Et évidemment que c'est pas possible. Le constat, enfin, c'est atterrant, en fait, de te dire que la plupart du temps où il tire, eh ben, ça rentre. Ça, c'est juste pas possible. Mais effectivement, là où on peut s'inquiéter par rapport à la saison passée, c'est que la saison passée, on avait cette assise défensive qui faisait que même si on avait beaucoup de déchets, devant, comme c'est le cas cette saison, et encore une fois, on en avait beaucoup moins en Serie A qu'en Champions League. D'ailleurs, c'est à cause de ce déchet en Champions League, à cause d'Arnautovic, à cause de tous ces ratés-là, qu'on passe pas à l'Atlético de Madrid, à cause d'Lautaro qui était non plus pas qui n'était pas présent dans les grands rendez-vous européens. Alors l'année dernière, il était présent dans les grands rendez-vous en championnat, et là, bon, bah, force est de constater que c'est beaucoup plus difficile. Alors certes, on me dira oui, mais la semaine dernière, il marque le but décisif contre la Roma. Ok, d'accord. Mais là, bon, enfin, je crois que c'est Alessandro Altobelli qui disait hier ou aujourd'hui que Lautaro avait les tops d'un ballon d'or. Bon, alors, oui, ça, non, ballon d'or de oui, peut-être, mais non, jamais de la vie, quoi. Il n'est pas Chacun fini son avis, encore comme comme on joueur. dit. Ah oui, non, mais là, c'est terrible. Enfin, moi, ça me fait saigner des oreilles quand j'entends ça. Et pourtant, je sais si j'apprécie Lautaro, c'est le capitaine, c'est le leader offensif. Mais non. Et puis le match d'hier a encore montré qu'il avait des axes d'amélioration qui étaient très importants. Et, et effectivement, encore une fois, le problème de cette saison, ce qui est rageant, c'est que derrière, ça tient pas le coup comme c'était le cas l'année dernière. Et pourtant, encore une fois, bon. Là, Yann Sommer, hier, c'est pas son meilleur match, mais il en a sauvé quand même. Il en a sauvé contre la Roma, il en a sauvé contre la Juve. Mais on laisse trop de largesse. Et ça, c'est problématique. Et comme tu le disais, contre Milan, ça nous a coûté des points. Contre la Roma, ça aurait pu nous en coûter. Là, contre la Juve, ça nous en coûte aussi. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup parce que voilà, dans 15 jours, il y a Naples qui arrive, comme tu dis. Alors là, ce sera le gros révélateur pour savoir ce qu'on a dans le sac. Mais mais là, ouais, effectivement, sur on va dire ces 2 premiers mois de compétition, je suis un peu dubitatif. Mm. Renaud, on va passer au troisième but qu'encaisse l'Inter. Donc, c'est le premier but de Kenan Yildiz. Et justement, tu parlais de Denzel Dumfries. On va pouvoir en parler un petit peu plus. Il y a plusieurs erreurs, incompréhensions sur cette action. Et encore une fois, on va se répéter des choses que on ne voyait pas la saison dernière. Déjà, on retombe un peu sur la même erreur que Çalhanoğlu avait fait contre la Juve lors d'un derby. C'était le but de Kostic, je crois que c'était il y a 2 ans, parce que l'année dernière, on est plutôt serein sur les derbys, donc c'était il y a 2 ans lors du titre du Napoli, où voilà, il fait pas la faute dès le début de l'action pour empêcher une transition de la Juve. Je crois que c'était Kostic qui partait au but. Et là, Fratesi copie son camarade turc en ne faisant pas faute sur McKennie et du coup en prenant ce jaune. Donc McKennie continue l'action. La passe du coup à Kenan Yildiz à gauche, donc sur la deuxième image en haut, où Dumfries dit à Bissek d'aller couvrir le côté, donc d'aller couper l'extérieur pendant que j'imagine que Dumfries prend l'intérieur. Bissek justement qui lui reste au contact pour que j'imagine Dumfries lui aille couper l'extérieur, donc incompréhension entre les deux. Et la troisième image, et c'est ce trait violet qui nous intéresse le plus, Renaud, c'est la distance entre Denzel Dumfries et Kenan Yildiz, où voilà, c'est le fameux recul frein.
mais comme on dit, dans recul frein, il y a frein, et j'ai pas l'impression que Dumfries a freiné depuis le long, parce que tu le laissais reculer comme ça jusque dans les tribunes. Renault, ça aussi, c'est encore une action un peu caricaturale depuis ce début de saison. Ça fait pas mal de fois qu'on laisse des adversaires frapper à distance et leur laisser 2-3 mètres aussi. Et aussi, Renault, c'est, quand on regarde un peu dans le football européen en général, c'est un peu aussi le signe d'une équipe qui n'est pas sereine dans sa force défensive, qui laisse de l'espace à l'adversaire, qui veut reculer, qui veut, entre guillemets, qui veut protéger son but, alors que reculer sans s'arrêter, c'est plus mettre en danger son but qu'autre chose. Qu'est-ce que tu en penses, Renaud, de ce troisième but de la Juve? Bah, je pense que ce troisième but de la Juve, c'est vraiment ce qui a fait le tournant du match. Moi, quand j'ai vu ce troisième but, je me suis dit, c'est bon, égalisation, où j'ai même été, en tant que supporter, un peu trop défaitiste. Et je me suis dit, ici, c'est clairement le tournant du match. Mais sur cette action, on a vraiment les non-stop, les mêmes erreurs qu'on voit de plus en plus cette saison. Et ça commence à être dangereux, voire même inquiétant quand on voit ce qu'on proposait l'année passée. Et sur ce coup, je ne sais pas si c'est à Dumfries ou à Bissek qu'on doit en vouloir. Mais Dumfries manque d'intensité, doit peut-être foncer un petit peu plus. Je ne sais pas, on apprend ça dans les écoles de jeunes ici. Jamais tu recules avec ton défenseur, tu vas peut-être aller chercher le contact ou simplement chercher la balle, avoir confiance en soi, aller chercher le ballon tout simplement. Là, non, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est l'accompagner. Et en plus de ça, derrière, on a un Bissek qui est peut-être pas bien placé. Il suffit rien que sur les images, ça c'est parlant, c'est même un petit peu, je vais pas dire catastrophique, gênant, mais on n'avait pas ça l'année passée, ou alors on l'avait très 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 peu, et on se permettait de faire ces erreurs-là contre des équipes où on se disait, bah, tiens, on sait que ça va être plié 2, 3 ou 4-0. Et je trouve que justement, on interagit comme ça, par exemple, contre les gros du classement, donc par exemple que ce soit la Juve, le Milan, Naples, et j'ai l'impression qu'on arrive peut-être, justement, tu parlais de sérénité, mais trop serein, genre on les prend de haut. Je ne sais pas si c'est, comme on dit, la gueule de bois du champion, pardon, mais je trouve que, par exemple, ce derby, pour moi, au niveau des joueurs, des mentalités, ça manquait d'intensité, de nervosité. Pour moi, un derby d'Italie, c'est une finale. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça se joue pas, ça se gagne. Et je trouve qu'on a été pas assez méchant, entre guillemets, pas assez comme on peut l'être. On n'a pas été l'Inter qu'on a pu voir l'année C'est pas, passée. ouais, on a été assez passif, Oui, voilà, on a été très très passif. Et comme heureusement depuis qu'on le a début de quand même saison d'ailleurs. ouais, voilà. Heureusement qu'on a encore Sommer dans les cages, qui, même s'il en prend 4, pour moi, quand même fait 2-3 sauvetages. Et ces erreurs défensives, là, en tant que champion en titre, on est l'Inter, avec l'effectif qu'on a, ça ne doit pas arriver. Je suis désolé. Même si on a un Bissek, comme je le disais dans les précédents podcasts, qui est un petit peu foufou, un petit peu peut-être manque de maturité, mais c'est ce qu'il nous faut. On a besoin d'un joueur explosif comme ça, mais des fois, ça, justement, ça nous handicape un petit peu et on a pu le voir sur ce troisième but. Et pour moi, ce troisième but, ça a vraiment été le tournant du match. Et c'est sur ce but-là qu'on perd les 3 points. Pour moi, c'est vraiment le but qui a été le plus décisif hier, quoi. Loïc, tu veux revenir aussi sur le troisième but? Je suis complètement d'accord avec vous. C'est de la suffisance pour moi. C'est le fait, tu mènes quand même 4-2 à un quart d'heure de la fin. 4-2, normalement, t'es pas mal. T'es chez toi, normalement tu verrouilles et tu commets pas justement des erreurs comme ça. Alors le problème c'est que Dumfries c'est toujours pareil, il a de la semoule à la place du cerveau, donc en fait il est capable, tu vois, de te faire un contrôle complètement raté, mais la finition sur son but elle est parfaite. Défensivement c'est pareil, il est capable de te faire une cavalcade géniale pour venir récupérer un ballon qu'on pensait fichu, mais il est aussi capable de laisser passer un mec derrière lui. Ou de pas prendre son attaquant au marquage. C'est malheureusement il illustre malgré lui aussi le manque de fiabilité en fait de certains joueurs qui sont maintenant des cadres, puisque Dumfries maintenant est considéré comme notre piston droit. Hein. En termes défensifs, c'est pas dingo quoi. C'est pas dingo. C'est un peu le paradoxe. C'est comme dit Marco. Dit Marco, il a un apport offensif qui est exceptionnel. C'est le piston le plus créatif de Serie A sans doute. Mais après c'est voilà. Il manque quand même quelque chose. Euh, c'est euh, c'est c'est des joueurs qui ont vraiment des qualités offensives très importantes, mais défensives. Je reste persuadé que
y a quand même quelque chose qui manque. Et quand les milieux de terrain arrivent pas forcément, comme ça a été le cas avec Zelinski hier, à venir à donner un petit coup de main en défense. Et du coup, on se retrouve avec les défenseurs centraux qui sont un petit peu seuls, parce que bon, il y a eu quand même quelques vagues. Hein. Côté Juventus, je disais, les ailiers dangereux. Vlahovic, faut se le coltiner aussi pendant une grosse partie de la rencontre, avec des joueurs aussi côté Juve. Kenan Yildiz, c'est l'exemple parfait, puisqu'il rentre, il marque 2 buts. Donc, le côté collectif, en fait, le côté solidaire, le côté unitaire qu'on avait la saison passée et qui permettait à l'équipe de se regrouper très vite en défense et d'être très efficace et surtout de laisser très peu, d'occasions à l'adversaire, et ben on l'a beaucoup moins cette année. Et encore une fois, Sommer, c'est pas un surhomme, c'est un très bon gardien qui a fait son maximum depuis le début de saison, mais au bout d'un moment, il est bien obligé de s'inquiéter. Quand tu vois que les mecs peuvent frapper à 20-25 mètres, au bout d'un moment, vu la qualité technique des adversaires, c'est pas étonnant que ça rentre. Donc, ouais, non, c'est encore une fois, c'est très inquiétant pour la suite. Et on va terminer avec ce 4e but encaissé T'as vraiment décidé de nous par faire l'Inter. souffrir Alors, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Hein. ouais, là, on est allé Là, tu jusqu'au remues le bout, couteau et dans pas la plaie. s'inquiéter. Là. Je revis ma soirée d'hier. Et il y a pas mal de choses à noter sur ce 4e but qui arrive. Je pense que de toute façon, en tant que supporter de l'Inter, je pense que quand tu vois le 4-3, tu sais que le 4-4 il arrive. Je pense qu'il n'y avait pas un supporter de l'Inter qui a vu le 3e but. Déjà, le 3e but, je le sentais arriver. On ratait des occasions. La Juve commençait à avancer, donc le 3e but commence à arriver. Et le 3e engendre évidemment le 4e. Alors déjà, on a Darmian qui du coup était rentré côté gauche, qui n'est évidemment pas son poste fort, qui défend sur Conceição et qui, comme Dumfries, a décidé d'imiter son ami néerlandais du côté droit, a décidé de laisser 2 mètres à Conceição. Conceição qui même, pour vous dire, centre du pied gauche sur l'action, en sachant que du coup c'est un gaucher, donc c'est-à-dire qu'il a le temps de revenir sur son pied gauche pour centrer. Bissek qui dévie la tête, donc qui gagne le duel sur Mbangula, je crois, mais qui la dévie mal puisqu'il la renvoie sur Yildiz. Et ensuite Denzel Dumfries a décidé de nous faire sa spéciale, même si voilà, il arrive un peu en désespéré sur l'action, il décide de défendre, en sachant qu'ils disent ne peut entre guillemets que frapper, donc bon, certes pied gauche ou pied droit, mais il ne peut que frapper sur une action aussi belle. Au lieu de au moins de se jeter un peu pour essayer de couvrir le plus de surface avec son corps, décide de rester à 2 mètres et du coup but de Yildiz. Loïc, voilà, sur cette action, on a un peu l'impression de revivre un peu le même cauchemar et surtout une sorte un peu de copier-coller ou la même erreur de distance de Dumfries et de Darmian, un renvoi approximatif de Bissek. Donc, c'est les buts qu'on encaisse. Là, c'est la Juventus, mais on peut reprendre aussi sur les différents buts qu'on a pris contre le Torino, contre Monza et autres. C'est quand même pas mal de buts qui sont similaires et la plupart du temps, même si évidemment les buts arrivent suite à des erreurs, les erreurs d'une équipe, ça c'est le football, mais il y a quand même pas mal de buts qui arrivent parce que j'ai presque envie de dire, Loïc, qu'on les provoque nous-mêmes, ces buts qu'on prend. C'est la panique à bord, tu vois, tu t'as décrit toute l'action, c'est exactement ça. À 4-3 déjà, tu te dis, en fait, il faut tout verrouiller, quoi. Enfin, je suis désolé, mais encore une fois là, allo Catenaccio, il faut absolument préserver ce petit but d'avance, il faut absolument préserver cette victoire. Et non, on n'est pas capable. Encore une fois, le dégagement de Bissek est pas bon, le placement de Freeze est pas bon non plus. Après, voilà, pointer la responsabilité d'individualité, je suis pas sûr que ce soit comment dire, ça serve à grand chose, puisqu'encore une fois, Dumfries marque aussi, Dumfries a apporté aussi sur son côté, même si encore une fois son QI foot il est désastreux, et ça c'est vraiment problématique. Je comprends pas qu'on soit dans l'optique de prolonger un mec comme ça. Bref, ça c'est mon avis perso. Mais oui, tu vois que c'est panique à bord en fait. Encore une fois, tu regardes l'endroit duquel ils disent tire. Là, tu es dans les half space, tu sais, les fameuses bandes là, de chaque côté du but, les endroits les plus propices pour marquer. Tu peux pas laisser ça
à des adversaires. Et tu vois, tout à l'heure, je suis allé regarder les expected goals, donc par rapport à la qualité des occasions que sont procurées les deux équipes, et je crois que l'Inter est à 3 et la Juve à 2, un truc comme ça. Si tu retranches les deux pénaltys, parce qu'on a quand même marqué 2 buts sur pénalty, un pénalty c'est 0,75 sur une échelle de 0 à 1, c'est 0,75. Donc tu as 3 quarts de chance de convertir un pénalty. Si tu enlèves les deux, donc tu enlèves 1,50 à 3, ça fait 1,50. Donc ça veut dire que dans les occasions qu'on s'est procurées hors penalty, hors les deux penalties qu'on a marqués, on est moins dangereux que les occasions que la Juve s'est procurées sur ces 4 buts. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est te dire qu'en fait, on a beau dire, parce que Inzaghi a dit après la rencontre, on aurait pu leur mettre 7-8-0. Non, non, Simon, non, 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 on n'aurait pas pu leur mettre 7-8-0. Mais par contre, effectivement, eux, ils ont été les plus dangereux. Ils se sont créés les occasions les plus franches, et on le voit ici, le positionnement de Yildiz. On l'a vu tout à l'heure sur le premier but aussi, le positionnement de Vlahovic, où il est juste devant Sommer. Donc attention, encore une fois, attention, parce que là, on concède beaucoup trop d'occasions, de qualité à nos adversaires. Et quand tu regardes le match, alors oui, c'était la folie, oui, tout ça, machin, c'était un derby d'Italie, machin, mais concéder 4 buts contre la Juventus, c'est ouais, c'est dur, mais c'est mérité. C'est mérité. Et d'ailleurs, tu soulignes un point intéressant, Loïc, et Renaud, je te laisserai rebondir dessus. Tu parlais de qualité d'occasion. Donc là, on a vu du coup Yildiz, où est-ce qu'il est placé. Bon, Yildiz frappe aussi entrée de surface sur ce but-là. Ici, Weah frappe à l'intérieur de la surface de réparation. Et Vlahovic ici reprend sur la surface de réparation. Renaud, mine de rien, quand on repense au but de l'Inter hors penalty, c'est la frappe de Mkhitaryan entrée de surface et Dumfries qui marque vers les 5,50 m, vers le point de pénalty sur un coup de pied arrêté. Mais sur les autres occasions, l'Inter a pas tellement, si ce n'est pas après l'occasion aussi ratée de Lautaro, l'Inter n'a pas les mêmes occasions que celles de Kenan Yildiz. Alors certes, il y en a certaines, je pense qu'après le 4-2, on est plus proche du 5-2 pour moi que du 4-3 jusqu'à, on va dire, la 65e minute où là, tu commences vraiment à redescendre de rythme. Mais voilà, de la 60e à la 65e, tu peux encore aller chercher ce 5 buts à 2, tu as encore les occasions pour Renault, mais, euh, mais même sur la qualité aussi de certaines occasions de l'Inter, et ça peut aussi faire penser à ce match contre les Young Boys en milieu de semaine, tu as des occasions avec Zielinski qui rate l'immanquable aussi par exemple, mais la qualité des occasions en elles-mêmes, elle se dégrade quand même un peu, Renault, sur certains matchs. Hein. Même la Roma, on peut l'inclure dans cette liste de toute la semaine. Ouais, non, je pense que on se satisfait de ce qu'on a en fait, tout simplement. C'est pas que c'est des occasions bien travaillées, bien spectaculaires ou dangereuses ou autres. Euh, Peut-être hier le goal de Mkhitaryan qui sort du lot et encore. Quand je vois un petit peu, par exemple, à moi, il y a eu 2 actions Moupetcho, que j'appelle ça, c'est quand on voit que les balles rebondissent. Il y a je pensais à un moment, il y a la tête de Bissek ou je sais plus qui exactement. Et même là, au final, avec des actions comme ça, on a l'occasion d'aller conclure plus de 20 fois et on n'y va même pas. Et de l'autre côté, et ça me fait mal de le dire en tant qu'intégriste, mais quand on voit qu'il y a la Juve, qui a des occasions beaucoup plus travaillées, qui profitent aussi beaucoup des cadeaux qu'on leur laisse et des erreurs, et des erreurs défensives et des déchets, de perte de balles ou autres. Et ils ont raison d'en tirer profit parce que si on le faisait, on serait bien content aussi. Mais c'est certain que, oui, on a beau avoir 10, 12, 15, 20 tirs, mais si c'est pour au final tout mettre à côté, au final même que ce soit pas bien travaillé ou qu'on aurait pu aller chercher cette passe en plus ou un tir mieux travaillé, peut-être aller chercher cette faille dans la défense comme on avait l'occasion de le faire l'année passée et qu'on ne fait plus cette année. Pour moi, voilà, les goals, je suis content quand on les marque et tout, mais c'est beaucoup moins travaillé, c'est beaucoup moins spectaculaire, c'est beaucoup moins beau. Et quand on voit, comme je disais hier, la Juve qui, sans penalty, va mettre 4 goals, ils sont beaucoup plus dangereux, ils sont beaucoup plus effrayants. Et ça me fait vraiment mal de le dire, mais pour moi, c'est totalement mérité. Les supporters de l'Inter hier qui me disaient ouais, c'est pas mérité, nanana. Non, je suis désolé, je comprends tout à fait, en tant qu'intégriste, ça fait mal de le dire, mais c'est mérité, il faut être honnête. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, qu'au choix tactique ou au placement, manque de réaction, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. C'est mérité, ils ont été beaucoup plus dangereux que nous. Un joueur qui m'a vraiment fait peur du début jusqu'à la fin, c'est Conceição. Ils le disent,
Honnêtement, je vais le dire vulgairement, mais il m'a fermé ma gueule parce que je sais que le gars est bon, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est mérité pour eux. Et c'est là aussi où ça fait mal. Ce 4-4, pour eux, c'est une victoire et pour nous, c'est une défaite. Il n'y a pas de match nul au final. Mhm. C'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de joueurs offensifs qui ont plus brillé côté Juventus que côté Inter. Et on va en parler justement de ces individualités que j'ai mis à l'écran il y a quelques secondes. On va commencer quand même par le cas le plus problématique. En plus, Renaud, surtout nous, on l'avait quand même un peu défendu après ce match face à Belgrade. Mais bon, le football va vite. Puis depuis Belgrade, il s'est écoulé quand même un bon petit paquet de temps, donc il est temps de revenir sur le cas Lautaro Martinez. Loïc, parce que bon, les abonnés avaient entendu un peu notre précédent avis sur Lautaro après le match contre Belgrade, où voilà, on a essayé quand même d'être plus indulgent, on a trouvé un peu des excuses par rapport à ce début de pré-saison un peu compliqué, et du fait que Taremi a été blessé, donc il a dû revenir un peu en avance de ses vacances en sachant que voilà, donc il est revenu le 7 août. On arrive très bientôt au 7 novembre, Loïc, et comme tu l'as dit, un début contre l'Udinese, un but décisif contre la Roma, mais quand on a prolongé Lautaro avec le plus gros salaire du club à 9 millions et demi, en lui donnant le brassard de capitaine, je pense que c'était plus pour attendre des buts face à la Juve, face au Milan et en Ligue des Champions que des buts face à l'Udinese et à la Roma. Je te dis, il était l'homme des grands matchs en Serie A la saison précédente. C'est vrai que ça pêchait pour le coup. Lui, il y a vraiment un Lautaro Serie A et un Lautaro Champions League. Lautaro Champions League, c'est catastrophique. Il arrive pas enfin, il fait que rater des occasions même les plus simples. Lautaro Serie A, voilà, ça restait quand même une référence. Mais là, maintenant, on l'a même plus, notre Lautaro Serie A. C'est-à-dire que là, on a l'espèce d'ectoplasme qui ressemble en rien aux joueurs qu'on a pu voir la saison précédente et même celle d'avant. Non, non, c'est problématique parce qu'en fait, comme tu dis, c'est le capitaine, c'est lui qui doit être le leader offensif, c'est lui qui doit gueuler sur les autres. Et tu vois bien il est pas dans son assiette. Moi, je te dis, quand j'entends Altobelli ou Messi qui dit donner le ballon d'or à Lautaro, non, enfin, non, arrête la cocaïne, Lionel, c'est pas possible. Je veux dire, tu regardes pas les matchs. C'est pas parce que tu joues avec lui en sélection et qu'il marque des doublés contre la Bolivie que non, non, là, c'est assez dramatique. Tu vois, Karim, on avait fait un podcast pour RMC sur Thuram. Thuram, tu peux lui reprocher pas mal de choses parce qu'il y a encore du déchet dans son jeu, beaucoup de déchets. Il pourrait faire encore mieux. Il y a beaucoup d'axes d'amélioration chez Marcus Thuram. Marcus Thuram, tu sens que sur chaque ballon, il va se battre. Hier, il provoque le penalty, il va le chercher. Tu vois, tu sens que le mec, il est là, il est tout le temps, il est tout le temps aux aguets et tout. Et Lautaro, non, enfin, je sais pas, où est-il? Où est-il? Vraiment, je crois qu'il touche 19 ballons hier lors de la rencontre. Franchement, le mec, c'est un fantôme. Alors, c'est de là, enfin, en disant ça, je ne remets pas en cause, enfin, je remets pas en cause le talent du joueur, mais pour moi, c'est ce que je répète depuis 2, 3 ans. Pour moi, c'est un joueur avec un potentiel exceptionnel, mais qui n'est pas fini, footballistiquement parlant, il n'est pas fini. C'est-à-dire que peut-être que dans 2 ou 3 ans, ce sera un potentiel ballon d'or, peut-être qu'il aura cette capacité-là, mais pour l'instant, c'est un joueur qui est en cours de production, en cours de progression. Il est à, je sais pas, 70, 73% peut-être de ses capacités. Il y a encore beaucoup trop de déchets dans son jeu. Il y a encore beaucoup trop de lacunes, de moments où tu le vois plus, il disparaît en fait. Tu vois, il est sorti là autant. Ah non, il est encore là. Ok, d'accord. Tu vois un numéro 10, tu le vois avec son brassard, tu dis ok, il trottine, il est là. Tu fais ok, d'accord. En fait, franchement, non quoi. Clairement, enfin. À un moment donné, effectivement, il va falloir se poser la question de savoir si tu lui fais confiance en te disant que potentiellement dans quelques années il réussira à franchir ce cap et devenir le joueur qu'on attend tous, ou s'il ne faudra pas accepter une offre de 150 millions du Barça et puis essayer avec quelqu'un d'autre parce que ça fait quand même un bout de temps qu'il est là. Mhm. Ouais, déjà, ça fait un moment, et puis il a quand même 26 ans, un peu génération Barella et tout, donc il,
Bon, certes, les meilleures années de footballeur, entre guillemets, peuvent encore arriver, hein. Généralement, c'est dans les 27, 28, 29 ans. Mais voilà, moi, c'est surtout les attentes. On le place dans les meilleurs attaquants du monde. Et puis après, voilà, tu te retrouves avec, franchement, je pense, oui, on est très certainement sur le pire début de saison de Lautaro depuis qu'il est arrivé à l'Inter, hein. Là, c'est vraiment. C'est vraiment le bon mot que tu utilisais, Loïc, un peu un ectoplasme. Tu as l'impression de ne pas le voir dans le match et tout. Sur le derby contre Milan, tu le vois pas, alors que normalement, c'est son match à lui. Ce match contre la Juventus, tu vois, Thuram, certes, quand même, niveau déchets, Thuram s'est un peu amélioré, mais Thuram, il te met le but décisif Mm. contre les Young Boys, où d'ailleurs, bon, Lautaro est impliqué, mine de rien, aussi. Mais voilà, il y a un truc avec Thuram, il y a une énergie en plus avec Thuram, une volonté en plus que tu n'as pas l'impression de ressentir sur Lautaro. Et encore une fois, même si je pense que le physique a une part, il n'y a pas que le physique qui est dedans, là, il y a aussi un peu de mental et d'attitude. En plus, toi, Renaud, sur le capitaine argentin, qu'est-ce que tu relèves comme problème dans son jeu, dans son attitude depuis le début de saison? Ben, ça me fait mal de le dire parce que tu sais très bien l'estime que j'ai pour lui, mais ça me fait mal. J'ai un petit peu l'impression de revoir le Lautaro de la Coupe du Monde 2022, donc ouais, 2022, où on a énormément d'attentes, où on espère le voir buter, apporter quelque chose, et au final, il nous apporte rien de tout ça, ou alors peut-être contre les plus petites équipes, mais dans les grosses affiches, là où on a besoin de lui, ben, malheureusement, il n'est pas là. Hier, honnêtement, je regarde pas le match et on me dit aujourd'hui, ou je lis dans la Gazette ou quoi, on me dit il n'a pas joué. Je le crois, honnêtement, je le crois. Hier, ça me fait vraiment mal de dire ça, mais c'est vraiment un fantôme. Il est plus que l'ombre de lui-même. Et même ça, au début, j'en en avais parlé quand on était un petit peu sur les pronos de la saison dans le premier podcast. Je suis content qu'on en parle dans la discussion du Ballon d'Or, top 5 et tout ça, mais au final, je me dis oui, pour son travail sur la saison passée, les trophées qu'il a empochés, tout ça, ce qu'il nous a fait en Copa América et tout, mais au final, il ne le mérite pas. Ça me fait vraiment mal de dire ça. Il l'a, tant mieux, en tant que supporter, en tant qu'atterriste, en tant que fan du joueur, je vais être super content. Et je préfère voir un gars qui va se battre, qui va avoir un QI, qui va avoir un mental, qui va répondre aux attentes du club, des supporters aussi, parce que quand on voit la somme qu'on met dessus, les attentes qu'on a, et en fait, je pense qu'on s'est trop basé sur le travail effectué de la saison passée. Donc, Capo Cardonnière, très bonne mentalité, très bon jeu, que ce soit même vestiaire ou pour ses sorties médiatiques. Et au final, cette année, en fait, c'est pas le même gars, c'est pas le Lautaro, et je pense que c'est peut-être même le pire, peut-être pas, mais début de saison sous la vareuse interiste, et ça fait vraiment mal. Et je me dis, heureusement qu'on a encore un Thuram, malgré ses déchets, mais heureusement qu'on a encore un Thuram cette année pour nous apporter des goals, pour aller chercher ses points, et qui nous fait un très, 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 très beau jeu offensif, parce que Taremi, malheureusement, on lui offre pas le temps de jeu qu'il mérite, ou je ne sais pas. Par exemple, hier, dans le changement offensif, c'est peut-être pas Thuram que j'aurais sorti, par exemple. J'aurais peut-être mis plus à Lautaro sur le banc, et c'était un jeu offensif sur Taremi et Thuram. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu, et on ne sait pas Mais c'est le suivre. statut. Hier, tu vois, hier, c'est le statut qui fait rester Oui, Lautaro et qui fait voilà. sortir Thuram. Je pense Malheureux, que mais je sais pas. c'est dans une équipe. Tu vois, par exemple, si c'est Mota le coach Ouais, hier, côté Inter, je pense que c'est Lautaro qui sort, Taremi qui mais rentre c'est et Thuram qui logique. reste, et tu as une attaque Taremi-Thuram. Mais là, t'as le statut, le brassard de capitaine, les 9 Voilà. millions et demi qui fait que bah, il est resté. C'est même pas le fait, je pense, qu'Inzaghi se dise ah, peut-être que Lautaro peut faire quelque chose. Je pense plus c'est le statut qui le fait Ouais, rester plutôt que le fameux et imaginons qu'il met un but que. voilà. Parce que si on part dans ce scénario, techniquement, Thuram est il est plus logique que Thuram reste parce que lui, il a scoré et tu l'as déjà vu qu'il a marqué aussi en fin de match. Donc, c'est quand j'ai vu le changement, enfin, quand j'ai vu que Taremi allait rentrer, je savais que Thuram allait sortir, mais comme tu as dit, Renaud, c'est pas le bon move. Ouais, non, franchement, moi, quand j'ai vu, ouais, quand on voit des fois les échauffements et tout, je vois Taremi, je me dis, bon, enfin, Lautaro va sortir, tant pis, ça fait mal, ça fait chier, mais je préfère voir un joueur qui veut au final et peut-être créer autre chose, apporter un autre jeu. Et quand je vois Thuram qui sort, je me dis, bah, c'est peut-être pas le meilleur des choix. Après, je pense que le brassard, le contrat, je sais pas, je sais pas.
Bah, t'es forcément coincé de toute façon parce qu'effectivement, tu as donné le brassard à ton attaquant. Ton attaquant, il est hors de forme. Ça, on est tous d'accord hein, avec tout ce qui s'est passé cet été. Donc, en fait, il est pas à 100% de ses capacités. Mais comme c'est ton capitaine, bah, tu es obligé de le faire jouer. Et du coup, bah, tu laisses pas de temps, t'en parlais, Renaud, à Taremi, ce qui est quand même assez lunaire, sachant la qualité du personnage et en plus ce qu'il est capable de fournir quand il joue. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, sans mauvais jeu de mots par rapport à l'Inter. Euh, et du coup, voilà, t'es coincé parce que Lautaro, il a besoin de repos, il a besoin de se vider un petit peu la tête, de repartir physiquement, de se reposer par rapport à tout ce qu'il a vécu ces derniers mois. Mais ce repos, il l'aura pas en sortant à 10 minutes de la fin ou en étant mis sur le banc lors d'un obscur match de Champions League. Il a vraiment besoin de repos. Mais le turnover, en plus, on sait que Simone Inzaghi, voilà, c'est pas, il a son 11 en général, il s'y tient bien. Et puis, comme vous dites, voilà, il a un statut particulier, Lautaro. Donc, c'est ce qui fait que, pour moi, il n'y a pas encore eu de twist dans sa saison. C'est-à-dire que il reste décevant, comme depuis ses premiers matchs au mois d'août. Et on voit pas d'amélioration notable. C'était effectivement son but magnifique contre la Roma. Mais bon, voilà, après, il garde quand même son instinct et ses qualités de buteur, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que t'attends pas, enfin, tu es obligé d'attendre plus d'un joueur de son statut. Mm. Et on va terminer ce podcast et comme ça englobera plusieurs individualités en même temps au lieu de les traiter une par une sur est-ce que l'Inter ses chances pour gagner le Scudetto sont vraiment remises en question avec la dynamique un peu récente de jeu et aussi maintenant de résultats, parce que l'Inter pointe à 4 points du Napoli, qui certes a un calendrier vraiment redoutable dans les prochaines semaines, dont évidemment l'Inter, et ça commencera avec le Milan la semaine prochaine, mais qui a toujours, c'est un match par semaine, qui a toujours ses individualités qui les font gagner les matchs, qui a toujours Antonio Conte aussi sur le banc qui est réputé pour prendre des titres partout où il passe. Et on a une Inter où certains, donc déjà on a parlé évidemment de Lautaro comme cadre qui est un petit peu plus décevant. On a aussi des cadres qui vieillissent et qui n'ont plus les performances attendues, en tout cas sur la régularité, comme des Acerbi. Son remplaçant aujourd'hui De Vrij, qui là je pense que on avait entre guillemets un peu tiré un trait sur lui la première saison d'Inzaghi, mais qui s'était bien repris, notamment sur la saison Scudetto, mais là qui replonge. Et là, je pense que voilà, le cycle de Vrij Inter semble fini. Pavard qui n'est plus au même niveau aussi que la saison dernière. Fratesi qui aussi avait fait des bonnes rentrées sur le début de saison, qui là aussi recommence à être en difficulté. Dumfries, on en a parlé. Darmian qui lui aussi est en difficulté. Donc bon, il y a beaucoup de joueurs en difficulté aussi qui n'ont plus le niveau qu'ils avaient pour la saison passée. Certains évidemment, ont surperformé. D'autres, on attendait notamment une hausse de la performance avec le statut qui est allé avec. Loïc, toi, par rapport au Scudetto, est-ce que tu vois toujours cette équipe de l'Inter favori à ça, enfin peut-être pas favori, mais au moins toujours en Si, 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 possibilité de si, le si, si, gagner? si. Ou est-ce que Ah oui, ou est-ce que oui, tu oui, penses oui, que bien sûr. ou est-ce que tu penses que tous ces buts, parce que voilà, on en est quand même à 13 buts encaissés en 9 matchs, ça rend impossible une victoire au Scudetto, parce qu'on sait que pour gagner un championnat, en tout cas au moins dans les 5 grands championnats européens, c'est souvent les équipes qui ont encaissé le moins de buts qui les gagnent. Alors oui, tu as raison. Si on reste sur ce trend-là, effectivement, c'est cuit. Si ta défense elle continue à prendre autant de buts, comme c'est le cas depuis le début de saison, je ne vois pas capable de garder le Scudetto. En revanche, pour répondre à ta première question, oui, bien sûr, pour moi, ça a pas changé. L'Inter est toujours l'équipe favorite pour gagner le Scudetto. Je pense que c'est toujours l'équipe qui, mine de rien, sur le papier est la plus forte aussi par rapport aux individualités, tu vois. Je regardais le 11 de la Juve hier, honnêtement, là où je tire mon chapeau à Mota, c'est que c'est une équipe de gamins, c'est une équipe de tout jeunes, et ça c'est très bien pour l'avenir pour eux, parce que là ils vont capitaliser sur des joueurs qui dans quelques années atteindront leur prime et vraiment sont très performants. Ça peut peut-être un cycle victorieux pour la Juve, on le souhaite pas évidemment, mais c'est possible vu la qualité des petits jeunes qu'ils ont. Nous, on est une équipe vieillissante.
Tu as évoqué tous les noms des gars vieillissants, donc forcément, on est certes une équipe expérimentée, mais une équipe voilà, qui est un peu plus sur sa fin de vie. Mais après, encore une fois, on n'aurait pas gagné le match contre la Roma le week-end dernier. Je t'aurais dit, ouais, je m'inquiète vraiment. Mais là, on a comment dire, on a battu la Roma, on fait match nul contre la Juve, qui sont quand même deux ténors du championnat. Il reste le match contre Naples dans 15 jours. Si on le gagne celui-là, bon, bah, tu vois, on aura rattrapé quasiment notre retard, voire même dépassé selon le résultat Milan-Naples, hein, tu disais la semaine prochaine. C'est Milan-Naples. Donc encore, tu vois, on n'est pas loin, on est à 4 points, c'est rien. La saison va être encore très très longue. D'où le fait que, voilà, je crois encore au fait que Simone Inzaghi, en qui j'ai totale confiance, réussisse à trouver les clés pour nous redonner une assise défensive qui soit celle d'un champion d'Italie et qui réussissent à remettre Lautaro dans le bon sens, dans le sens de la marche. Après, il faudra que ce soit collectif. Encore une fois, il faudra que les joueurs ils sachent trouver. Ils sont pas devenus d'une saison à une autre. C'est pas devenu des peintres. Tu vois, c'est pas des génies. La saison dernière, c'est pas devenu des peintres en une saison. L'année dernière, c'est vrai qu'ils surperformaient peut-être, mais ils ont montré depuis 2 ans sous la conduite d'Inzaghi justement que c'était un vrai groupe avec une vraie force mentale, avec vraiment du talent, une vraie équipe au sens noble du terme. Là, ce truc-là, ils ont un peu de mal à le retrouver cette saison, mais encore une fois, ça reste que le début. Mais effectivement, il va falloir vite corriger ça. À mon sens, voilà, quand on aura pris Naples, déjà, on aura affronté quasiment tous les gros, si je dis pas de bêtises. Il faudra voir où on se situe. Moi, pour moi, le match contre Naples va vraiment donner l'orientation, enfin des réponses déjà sur la suite de la saison. Mais bon. Encore une fois, là, on a parlé d'un match, on est encore un peu à chaud en plus par rapport à ce qu'on a vécu hier, mais hier, c'est pas non plus catastrophique. Tu vois, t'es supporter de l'OM aujourd'hui, oui, t'as de quoi chialer par rapport à la branlée qui sont pris par Paris. Nous, c'est pas le cas. On va dire, on est déçus parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Surtout que la force défensive, c'est ce qui caractérise l'Inter depuis quelques années maintenant, et parce qu'il y avait la place de leur mettre une vraie branlée, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, faut pas tout remettre en cause non plus. Il faut juste se dire attention, il y a ces problématiques-là défensives, manque de réalisme et un leader offensif qui est en panne, et peut-être effectivement des joueurs qui sont pas au même niveau que la saison passée. Mais oui, bien sûr, non seulement j'y crois, et puis j'en suis persuadé qu'on a les moyens de garder ce Scudetto. Bruno, est-ce qu'on a les moyens de garder ce Scudetto? Pour moi, on reste quand même encore favori. Je pense que s'il y avait eu une défaite hier, j'aurais peut-être pas le même discours là à l'heure actuelle, mais voilà, le match d'hier n'est pas aussi douloureux que le derby qu'on a perdu face au Milan. Il nous reste un gros Sénat et je pense que c'est vraiment notre toute dernière chance et c'est là qu'on doit montrer qui on est et montrer qu'on est les champions en titre et c'est là qu'on doit montrer notre réactivité, montrer la réaction. Et ouais, on a toutes les cartes en main, on a tous les outils pour. Je pense qu'on fait peur à tout le monde. Il suffit de voir toutes les sorties médiatiques de tous les coachs adverses ou même des joueurs. On fait peur à tout le monde et sur papier, et je ne crache pas sur les joueurs des autres équipes parce qu'il y a des très bons joueurs, très talentueux partout. Et sur papier, rien qu'encore hier, on est beaucoup plus fort sur les individualités. On a des joueurs beaucoup plus expérimentés. Et c'est là où je salue quand même le travail de Mota qui, avec son équipe et des petits jeunes, a réussi à nous faire un très, très, très beau match et un très gros match. Mais pour moi, pour l'instant, et j'espère, je touche du bois, et en tant que supporter, je le souhaite, on a encore toutes les cartes en main. Si on continue sur cette lancée-là, Naples ne devra plus attendre 33 ans pour être de nouveau champion, quoi. Mais d'ailleurs, point important, et j'espère que les joueurs ne feront pas la même erreur que ce qu'on vient de faire en podcast, on a parlé du match contre le Napoli, sans oublier qu'on a déjà le match contre Empoli qui arrive ce mercredi, le match contre Venise qui arrive juste après, le match contre Arsenal. Arsenal. En plus, bon, heureusement, ça sera
au Meazza et pas à l'Emirates Stadium où ça aurait été plus compliqué. Et après ça, on aura le Napoli. Donc c'est vrai que Loïc, on sait aussi la difficulté de l'Inter, parce que certes, on a eu des difficultés contre le Milan, la Juve, mais on a aussi galéré contre Monza et ce genre d'équipe, contre Empoli, qui est une équipe qui est l'une des équipes qui prend le moins de buts dans ce début de championnat. Venise, même si c'est une équipe de bas de tableau, on a eu des difficultés aussi contre eux à l'époque avec l'équipe d'ailleurs d'Inzaghi et avec Dzeko en attaquant d'ailleurs il y a quelques saisons. Donc il va falloir que l'Inter retrouve pas son rythme de la saison dernière, mais en tout cas sa constance de la saison dernière et commence à enchaîner des victoires de suite parce que on n'arrive pas à faire une série de 4, de 3, 4 victoires de suite comme on en avait l'habitude la saison dernière aussi. Ouais, clairement, c'est ça. Enfin, t'as mis le doigt dessus, c'est ça. On n'arrive pas à enchaîner, et c'est dommage parce que encore une fois, je pense que ça nous ferait du bien. Après l'année dernière, encore une fois, est-ce qu'il faut se référer? Est-ce que ça doit être le cadre de référence? Parce qu'on était quand même ultra dominateur l'année dernière. On avait tendance à gagner Mhm. quasiment tous nos matchs. Donc en fait, on a été champion très tôt dans la saison. Donc non. Après moi, ces matchs contre Empoli et Venise, sans leur manquer de respect, pour moi, voilà, ça doit être une formalité. Le match contre Arsenal, on en reparlera. Ça, après, effectivement, c'est de la Champions. Pour voir si, en cas de victoire contre Arsenal, on pourrait déjà se mettre bien en vue d'une qualification, parce que c'est vrai qu'on est plutôt bien dans cette compétition aussi. Mais est-ce qu'il faut pas prioriser la Serie A? Ça, c'est toujours pareil. Ça, ou, enfin, quel est l'objectif du club cette saison? J'en sais rien. J'aurais tendance quand même à dire que c'est le championnat qui passe en premier. Et mon sentiment est que c'est le championnat qui devrait passer en premier, surtout sur une formule aussi aléatoire, une nouvelle formule aussi aléatoire pour la Champions. Donc non, t'as raison, hein, Karim, même Poli, faut les respecter. Il y a plein d'équipes sympas en Serie A qui jouent bien au football, et qui jouent sans complexe. Après, bon, voilà, normalement, t'es l'Inter, tu devrais pas te poser la question. Justement, c'est comment dire, ces matchs-là sont censés te redonner confiance avant d'aborder les grosses échéances, pardon, comme Naples, comme Arsenal. Et voilà, ça devrait permettre justement aussi à l'équipe de retrouver un semblant de confiance. Alors, est-ce qu'elle a été entamée après ce match nul? Je sais pas. Visiblement, quand tu vois les réactions des joueurs de l'Inter, non. Hein, ils ont l'air quand même, je dirais pas satisfaits, mais ils n'ont pas l'air traumatisés non plus. Et pour revenir sur ce que disait Renaud, et le fait que l'Inter fasse peur à tout le monde. Thiago Motta lui-même l'a dit hier que l'Inter méritait de gagner, qu'elle aurait pu gagner, qu'elle l'a pas fait parce que elle n'a pas su convertir les quelques occasions qu'elle a eues. Mais donc encore une fois, je pense que il faut pas. Tu vois, faut pas avoir les jambes qui tremblent en fait. Là, on arrive, on doit même contre Naples, on doit aborder ce match comme en tant que tenant du titre, en tant que champion. Et, euh, et je pense que c'est ce que l'Inter va faire. Après, effectivement, euh, le calendrier est pas simple, mais comme disait Renaud, bon, le gros écueil, c'est la défaite dans le derby. Après, le reste du temps, bon, si au début de saison, c'est un petit peu poussif contre Vérone, je crois, contre les matchs nuls, Monza aussi, c'est pas terrible. Bon, après, voilà, il n'y a pas encore eu de drame, tu vois, il y a pas, on n'a pas réussi à faire de séries positives, mais on n'a pas non plus enchaîné de séries vraiment négatives. Même au début de saison, quand c'était un peu chaotique, il y a eu le nul contre Manchester City, où tu te dis, voilà, tu fait nul contre ce qui se fait mieux en Europe. Donc, voilà, tu vois, je voudrais pas non plus basculer dans le défaitisme et l'alarmisme en disant, oh là là, mon Dieu, si on fait pas 6 points contre Empoli et Venise, on sera pas champion, ou ainsi de suite, tu vois. On va arrêter le podcast sur ça en espérant que la barre se redresse côté Inter. Comme on a dit, donc le programme Empoli à l'extérieur, Venise à domicile, Arsenal à domicile, puis Naples à domicile. Donc au moins on restera à Milan pour les prochains jours Voilà. et ça sera au moins une bonne chose pour la récupération physique des joueurs. Et ensuite, après Naples, ça sera la trêve internationale, malheureusement. J'ai quand même envie de rajouter parce qu'on n'a pas été gâtés sur les précédentes trêves internationales. On a eu quand même deux, trois mecs qui se sont pétés. On C'est espère vrai. que ça sera pas le cas. Et d'ailleurs, Çalhanoğlu et Acerbi, qui normalement, de ce que j'ai pu lire, ne reviendront pas sûrement contre Empoli, mais potentiellement contre Venise. Donc, je pense que ça sera dans l'optique surtout de les préparer pour Arsenal et le Napoli. Merci Renaud, merci Loïc Merci à pour toi. ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Avec plaisir. Bah, top.
Et nous, bah, comme vous en avez l'habitude, les abonnés, on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao à tous! I got police.